Bonjour Stenka Quiet. Bonjour. Bienvenue dans le 64 minutes. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci de m'avoir invité. Alors vous êtes journaliste et documentariste, passionné par la question des modèles agricoles qui nourrissent la planète, l'agriculture donc et son impact sur notre environnement et sur notre alimentation. Vous avez notamment réalisé le documentaire La guerre des graines, c'était en 2013. Et puis Cargill, c'est le numéro 1 mondial de l'agroalimentaire, je crois que c'était en 2015. Et puis aujourd'hui, vous publiez Les guerres du bio, de l'utopie des origines au bio pour tous. C'est aux éditions Grasset. Alors commençons par le début. Quand est né ce qu'on appelle l'agriculture biologique ? Alors, elle est née en réaction à l'agriculture conventionnelle qui a été mise en place après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il fallait nourrir la France rapidement et la reconstruire. Et dans les années 60, à la fin des années 50, des vétérinaires, des médecins, des chercheurs, des citoyens se sont rendus compte que l'usage de pesticides et d'engrais de synthèse qu'on utilisait déjà à l'époque, voilà, pouvait avoir un impact sur le sol, les animaux, la santé humaine. Et ils ont commencé à remettre en cause ce modèle et ils ont fondé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture biologique. Donc au départ, enfin quelques années plus tard, disons depuis 20 ou 25 ans, ce qu'on appelle le bio. D'ailleurs, il faut dire le ou la bio, parce que vous en parlez dans le livre. Oui, alors c'est vraiment, les mots ont un sens et c'est la ligne de démarcation entre deux bio complètement différents. La bio, c'est ce que moi j'ai choisi d'utiliser dans le livre, ça désigne un projet de société, donc celui qui a été imaginé par les pionniers de la bio, c'est-à-dire quelque chose qui prend en compte le bien-être animal, une attention au sol, à l'environnement, aussi étrange que ça puisse paraître, mais c'est pas toujours le cas dans le bio, mais aussi aux conditions sociales dans lesquelles il est produit. Donc c'est un vrai projet de société qui prend en compte les critères locaux, équitables, etc. Tandis que le bio, on va dire que c'est le bio réduit juste à une agriculture sans pesticides et qui est un produit qui se vend sur le marché et qui se vend de mieux en mieux, comme on peut le voir depuis quelques années. On va en reparler. Alors au départ, le ou la bio, c'était pour les citadins, pour les babacools, c'est ça? C'était considéré pour eux? Oui, il n'y avait pas beaucoup de magasins de bio. Enfin, moi, quand j'ai commencé à manger bio, il n'y en avait pas énormément et je suis tombée dedans parce qu'en bas du bureau où je travaillais, il y avait un Naturalia. Donc, je suis allée faire un tour et puis j'ai été séduite par ça. Mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas énormément et c'était assez exclusif. On avait l'impression que c'était réservé à des gens qui déjà avaient les moyens parce que c'était plus cher et qui étaient peut-être plus informés. Le bio, ça a la réputation de coûter cher. Oui. Est-ce que c'est une vraie réputation? Vous dites d'ailleurs dans le livre, c'est une agriculture de paysans pauvres pour nourrir les riches. Oui, c'est ce que dit Benjamin, l'une des personnes que j'ai interviewées pour le... Est-ce que ça reste vrai aujourd'hui? Alors, ça l'est un petit peu moins parce que dans ce projet de la bio, ce qui est important, c'est justement que les agriculteurs puissent se rémunérer correctement et vivre de leur métier à une époque où il y a de plus en plus de suicides d'agriculteurs du fait de l'industrialisation, des investissements énormes qu'on demande aux agriculteurs pour continuer à poursuivre ce mode de culture. Donc, beaucoup d'agriculteurs bio, finalement, se convertissent au bio pour des raisons financières, parce qu'ils se disent je vais enfin pouvoir être rémunéré à hauteur du travail que je fournis. Donc c'est un peu moins vrai, mais bon. Mais donc manger bio pas cher, c'est possible? Alors moi, c'est la question que j'ai voulu poser dans ce bouquin parce que personnellement, donc ça fait plus de 15 ans que je mange bio, mais dans mon entourage, les gens sont très méfiants. Ils se disent comment tu sais que c'est bio? Et puis pourquoi est-ce que tu payerais plus cher si tu sais pas vraiment que c'est bio, etc. Donc j'ai voulu poser cette question parce que je considère que tout le monde devrait pouvoir s'offrir du bio puisqu'il est de plus en plus prouvé que c'est meilleur pour la santé que les pesticides, etc. En tout cas, les produits de l'agriculture conventionnelle, on va dire. Donc j'ai voulu me poser cette question et je suis allée rencontrer plein de gens pour y répondre. Et alors oui, on peut manger bio en faisant d'énormes efforts, en changeant énormément ses habitudes, en mangeant moins de viande, en ayant des recettes un petit peu ingénieuses, en trouvant des choses, sans vraiment dépenser plus d'argent. En mangeant moins de viande et en mangeant moins de pommes, parce que j'ai été horrifié en lisant votre livre. Vous expliquez que la pomme, c'est probablement le fruit qui est le plus, comment dirais-je, soumis à des pesticides. Il y en a 35, je crois, sur les pommes. C'est ce qu'a montré Greenpeace. Et puis, Biocop a également communiqué dessus à une époque. Mais donc, on parle beaucoup de ces pesticides. Vous y consacrez au moins un chapitre, les fameux glyphosates, même si certains pesticides dont vous parlez dans le bouquin ont été interdits depuis lors. Mais le glyphosate, par exemple, en France, il est toujours autorisé, encore
pendant plusieurs années probablement. Est-ce qu'il y a des fruits ou des légumes justement qu'il vaut mieux ne pas manger aujourd'hui, franchement? Alors, moi, je ne suis pas une scientifique. Hein. Oui. J'ai lu des rapports scientifiques pour, en effet, expliquer pourquoi, pour moi, manger bio, c'est une sorte de principe de précaution que j'applique à la maison. Mais d'après, si vous voulez, les organisations, les ONG qui ont fait des études dessus, oui, la pomme, c'est problématique. Et tous les gens que j'ai rencontrés pour le livre, je leur ai posé cette question: qu'est-ce que vous ne mangeriez pas qui ne soit pas bio? Et la pomme revenait souvent en premier. Et il y a quelqu'un qui m'a dit du vin. Je ne boirais pas du vin pas bio parce qu'on sait que c'est traité à outrance. On utilise aussi des sulfites, on utilise beaucoup de pesticides. En principe, pour le bio, alors on va revenir sur la question des labels et des marques, mais en principe, quand on achète un produit bio, on peut être sûr que ce produit n'a pas été traité par des pesticides? Comment on est sûr? Alors, il y a quand même ce qu'on appelle le sulfate de cuivre qui est utilisé en agriculture biologique et qui d'ailleurs est en train d'être réglementé au niveau européen. C'est-à-dire que l'Europe a demandé à ce que les volumes utilisés soient abaissés et puis a décrété une sorte de moratoire pour se repencher sur la question. Ça, c'est ce qu'on utilise dans le bio? C'est ce qu'on peut utiliser dans le bio. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous mangez un produit bio, vous avez la garantie qu'aucun engrais ou pesticide de synthèse, de chimie de synthèse ne sera utilisé. Voilà, c'est cette garantie-là que vous avez. Donc, il existe des pesticides naturels comme le sulfate de cuivre qui sont utilisés pour certaines cultures. D'accord. Mais que je n'ai pas retrouvé dans les rapports scientifiques sur l'imprégnation de notre société par les pesticides. Alors là, on voit des nombreux labels qu'il y a. Le plus ancien, l'historique, je crois que c'est AB. C'est celui au-dessus à gauche, là, agriculture biologique, je crois qu'il date de 85. Oui, alors Nature et Progrès, c'est quand même la première association bio en France, l'une des premières associations qui a porté ce projet de société. D'accord. Voilà. Et qui en fait, propose beaucoup plus de choses que le label AB. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des tas de labels. Oui. Comment faire confiance à ces différents labels? De quoi ils nous protègent? Alors, ils nous disent qu'il n'y aura pas de pesticides de synthèse, de chimie de synthèse dans les produits qu'on mange, qu'il y aura une part très très réduite d'OGM, que la taille des élevages sera limitée, que a priori les producteurs de viande ou d'animaux devront nourrir en partie ces animaux. Donc il y a tout un tas de choses. C'est hyper complexe parce que ça a été rediscuté récemment en Europe. Et chacun de ces labels dit une partie de ce que vous venez de dire en fait. Alors vous retrouvez tout ça dans le label AB qui jouit d'une très grande confiance de la part des consommateurs et citoyens français. Vous le retrouvez également dans le label européen, en fait, qui est à l'identique du label AB. C'est ce que vous appelez le label Eurofeuille? Voilà, tout à fait. Ça, c'est le label qui permet de harmoniser au niveau européen ce qu'on appelle le bio. Et puis, bon, il y a tous les autres labels, en fait, qui incluent d'autres critères qui sont des critères sociaux, géographiques. Et d'ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental, l'été dernier, a dit, attention, on a un petit peu vidé le label AB de son contenu en essayant d'harmoniser tout ça au niveau européen. Il faudrait réintroduire des critères qui permettent aux Français de continuer à avoir confiance dans ce label, qui est vraiment le label, en effet, connu de tout le monde. Alors, c'est bien d'avoir des labels, mais la question, évidemment, c'est qui attribue ces labels? Oui. Et qui les contrôle? Oui. Alors, il y a des organismes certificateurs qui permettent donc à des producteurs d'obtenir ces labels et qui vont les contrôler régulièrement pour vérifier qu'ils continuent d'appliquer les règles définies par le label. D'accord. Le problème que je soulève dans le livre, c'est que ces organismes sont des organismes privés. Et l'une des personnes que j'ai interviewées me disait que, selon lui, en fait, il faudrait que ce label soit public afin d'éviter les dérives. Voilà, peut-être pas totalement indépendant. Pas totalement indépendant, surtout avec l'arrivée de la grande distribution en fait dans le domaine de la bio. C'est-à-dire que moi j'ai eu vent, on m'a rapporté des anecdotes selon lesquelles en fait des grandes marques de la grande distribution auraient fait pression sur leurs certificateurs pour continuer à avoir des lots, pour ne pas avoir des non-conformités et donc pour ne pas avoir des sanctions par rapport au label. Donc c'est un problème. Oui, mais c'est un problème parce que c'est vrai que ce que vous venez de parler des grandes marques, des grands magasins, le bio il est partout en fait. Il y a ces chaînes de petits magasins qui ont poussé comme des champignons, c'est le cas de le dire, ces dernières années. Et qui sont les pionniers, les magasins spécialisés du début de la bio. Qui sont devenus de plus en plus gros aussi, plus les grandes enseignes qui s'y mettent avec des rayons bio ou des produits propres bio. Comment on peut faire Ça, c'est ce que vous appelez, c'est la guerre des bio, en fait. Oui, d'où le nom du livre, en effet, oui, parce qu'il y a vraiment deux conceptions qui s'opposent.
Alors moi j'espère que c'est les magasins spécialisés ou en tout cas les pionniers de la bio, ceux qui défendent ce projet de société. On verra. C'est vrai que le danger... Alors la bonne nouvelle c'est que quand le bio est entré dans les supermarchés, on s'est dit que ça allait le démocratiser et le rendre accessible au plus grand nombre. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Le problème c'est que c'est pas forcément moins cher, c'est ce que l'UFC Que Choisir a démontré en ce qui concerne les fruits et légumes. Ce qui veut dire que plus le bio est sûr, comment dirais-je, certain, on est sûr que c'est du bio, plus c'est cher. On revient toujours à ce même problème. Non, c'est pas seulement ça, c'est qu'enfin, en tout cas, c'est l'étude de l'UFC Que Choisir. Ils ont démontré que la grande distribution n'avait pas renoncé à ses marges pour vendre du bio et donc sur les fruits et légumes, continuait de les vendre plus cher que dans les magasins spécialisés. D'accord. Voilà, donc c'est pas forcément moins cher quand vous allez en supermarché et c'est pas forcément plus sûr parce que vous allez pouvoir acheter des tomates qui ont poussé en hiver sous des serres en Espagne dans des conditions sociales qui sont pas forcément extraordinaires, pas très bio, quoi. Voilà. Oui, non seulement les conditions sociales, mais aussi ce sont des serres qui sont, comment dirais-je, dont la température est maintenue par de l'électricité, j'imagine. C'est ce que me dit un témoin dans le livre, tout à fait. Et donc, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on a envie de manger des tomates en hiver avec ce coût-là derrière? Comment sont produits les fruits et les légumes présentés comme bio dans les grandes surfaces? C'est comme vous venez de nous dire, dans des serres en Espagne. Alors, il y a une partie qui est produite par ce qu'on appelle la mer de plastique à Almeria en Espagne. Après, moi, je ne suis pas allée voir, je ne suis pas allée vérifier la traçabilité de chaque produit. Je pense qu'il y a une grande enseigne de grande distribution qui a communiqué sur le fait qu'ils mettaient 100% de produits bio français. Ouais. Je suis allée vérifier, c'est pas encore le cas, mais bon, voilà. Je pense que même la grande distribution se rend compte qu'il va falloir communiquer sur ça parce que les gens n'ont pas envie de manger du bio d'Espagne produit dans des mauvaises conditions. La France, elle a du retard par rapport aux autres pays européens, par rapport au bio, c'est-à-dire qu'on produit, on consomme moins de bio en France. Alors ça, je peux pas vous dire. Je suis pas du tout allée sur ça. Je préfère pas dire de bêtises. Est-ce qu'on peut imaginer une agriculture sans produits chimiques, une agriculture qui respecte la terre et en même temps qui soit capable de nourrir, comme je disais tout à l'heure, bientôt 8 milliards d'êtres humains? C'est ce que disent des ingénieurs agronomes que j'ai rencontrés pour le livre, qui ont écrit des livres sur ça. Je pense à Jacques Capla, Marc Dufumier, voilà, qui ont prouvé qu'on pouvait en effet nourrir 9 milliards d'êtres humains en se passant de pesticides. Alors que le modèle agricole français actuel, il est quand même encore vraiment dominé par ce qu'on appelle l'agro-industrie. Oui, puisqu'on a bien vu qu'après le Grenelle de l'environnement, il y a eu un plan éco-phyto qui a été mis en place pour qu'on réduise notre consommation de pesticides. Et en fait, on ne l'a pas réduite. Oui, au contraire, même vous dites... Elle a augmenté, oui, à tel point que l'INRA s'en est indigné. Donc les pesticides, on consomme plus de pesticides en 2019 qu'au moment du Grenelle de l'environnement, il y a je ne sais pas combien d'années. Il semblerait que ce soit le cas. Enfin, c'était le cas en tout cas en 2018. Et on va terminer par ça, vous le dites, au final, pour gagner cette guerre des bio, il faudra aussi passer par la volonté politique, et c'est peut-être celle qui fait le plus défaut en France. Oui, parce que si on veut véritablement démocratiser le bio en le rendant moins cher, il faut... alors c'est une solution sur laquelle ont planché des ingénieurs agronomes, dont Jacques Capla. On pourrait faire ce qu'on appelle payer pour services environnementaux les agriculteurs biologiques, c'est-à-dire qu'on rémunère le fait qu'ils polluent moins et que du coup on a moins besoin de dépolluer nos eaux souterraines, etc. Et pour ce service, qui a été évalué par un rapport du ministère de l'Agriculture, on pourrait les payer. Et si on les payait, ça leur permettrait de baisser un petit peu le prix des produits qu'ils nous vendent. Merci Stenka Quiet. Je rappelle le titre de votre livre, Les guerres du bio, aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci beaucoup.